Il y a à peu près 10 fois moins d'argent dans les fonds monétaires en Europe qu'il y en a aux États-Unis. Donc ça devient quelque chose. Il n'y a rien qui force à immobiliser d'un point de vue économique son argent pour toucher des intérêts. On doit pouvoir les toucher au jour le jour. Parfois, tu trouves des comptes à terme qui rémunèrent moins bien que le taux sans risque. Aujourd'hui, les banques, elles nous prêtent à 3%, ça veut dire qu'elles vont rémunérer à 2% et du coup prendre cette marge. Le moins elles peuvent rémunérer les dépôts, le mieux est le business. C'est pour ça qu'il y a un désalignement des intérêts. En France, on a un peu cette anomalie. Le compte à terme est le seul produit souvent que les gens connaissent. Et ça, c'est une aberration. Ne serait-ce qu'en regardant l'exemple américain, où le marché est beaucoup plus développé et il y a un équilibre qui n'est pas du tout le même. Et c'est pour ça qu'on a lancé Spyco. Aujourd'hui, on reçoit Paul Adrien, fondateur de Spyco, une super solution pour laquelle moi je suis client. Donc là, aujourd'hui, on va parler de Spyco, on va parler de tous les intérêts qu'a ce produit, sans mauvais jeu de mots. Donc Paul Adrien, merci d'être venu sur cette vidéo. Merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce que tu peux déjà présenter un peu ce qu'est Spyco et à quoi ça sert concrètement ? Ouais, absolument. Nous, on est une fintech française basée à Paris. Toute l'équipe est en France. On est dans le placement de trésorerie. Donc concrètement, on aide n'importe qui. Ça peut être des particuliers, ça peut être des entreprises de toute taille. À faire travailler leur trésorerie. Donc, on a la spécificité par rapport aux courtiers que certains connaissent, d'être pas que courtier. On est aussi concepteur de nos produits, donc on va assez profondément dans la chaîne de valeur. Et le but, c'est d'offrir la meilleure expérience possible pour faire travailler la trésorerie sur tous les cas d'usage possibles. Ok, donc concrètement, ça peut être par exemple un particulier qui a de l'argent ou une entreprise. Donc, ça, c'est pour les personnes physiques et les personnes morales. Exactement. Ils souhaitent rémunérer leur trésorerie. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça un taux sans risque ? Exactement. Il y a différents produits de trésorerie, on en parlera, mais les premiers produits qu'on a lancés, c'est des produits qui donnent accès à ce qu'on appelle le taux sans risque. Qu'est-ce que c'est le taux sans risque ? C'est, pour simplifier, le taux de la Banque centrale. Donc en fait, les banques commerciales ont, donc vos banques typiquement, des comptes à la Banque centrale qui sont rémunérés au jour le jour à ce qu'on appelle le taux sans risque. C'est aussi par extension, on va dire, le rendement des bons du Trésor. Donc des titres souverains de très court terme, de la dette de très court terme émise par l'État. Les deux étant extrêmement corrélés et alignés, quoi. Donc voilà. Ok. Si on devait simplifier, en gros, quelqu'un qui donc a de l'argent aujourd'hui sur un compte courant, que ce soit donc une banque ou son compte pro, etc. Aujourd'hui, il n'est pas forcément rémunéré parce que du coup, donc il y a une sorte de désalignement d'intérêts puisque là, c'est la banque qui va gagner des intérêts à la place de son client. Et donc, en gros, vous rémunérez cette trésorerie justement en mettant cet argent, en faisant un virement simplement du compte pro de la personne ou du compte perso de la personne vers Spyco. Ça va donner des intérêts qui peuvent être quotidiens. Oui, c'est ça, au jour le jour. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que fondamentalement, le taux sans risque, une autre façon de le définir, c'est le prix du temps. Et historiquement, il varie. Et dans le système actuel, il est déterminé par les banques centrales, pour simplifier. Ça n'a pas toujours été le cas historiquement. Et il y a des études vraiment intéressantes sur l'évolution des taux d'intérêt sur vraiment plusieurs siècles, quoi, littéralement. Mais l'argent a un prix, quoi, fondamentalement, d'un point de vue économique. Et la question, c'est est-ce que votre argent est rémunéré ou pas ? Par défaut, le système qui a été construit notamment en France, c'est moins vrai dans certains autres pays, c'est que les moyens de paiement, donc l'argent sur les comptes courants, l'argent sur les comptes de paiement, ne sont pas rémunérés par défaut. Ce qui n'empêche que les banques, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, etc., eux ont bien accès à une rémunération sur vos dépôts, quoi. Et ce qu'on a constaté, c'est exactement ce que tu dis, à savoir qu'il y a un désalignement assez important en fait entre les fournisseurs de solutions de paiement au sens très large, y compris les banques, et les gens qui ont de l'argent dessus, quoi. Donc les épargnants, les trésoriers, etc. Et nous, fondamentalement, on construit un business qui aligne mieux les intérêts, c'est-à-dire le nôtre en tant qu'entreprise et ceux des épargnants, des trésoriers, précisément parce qu'on est spécialisé dans la trésorerie, quoi. Ok, donc si je devais résumer la vision de Spyco, c'est de me proposer en fait à n'importe qui, donc personne morale, personne physique, à rémunérer sa trésorerie, donc à un faible taux, un taux, le meilleur taux possible avec le risque le plus bas possible. C'est ça. Et ensuite, là, vous allez lancer aussi de nouveaux produits qui vont être pour essayer de dynamiser un peu plus, donc toujours avec un risque le plus faible possible, mais essayer de dynamiser un peu plus le rendement. Exactement, tu as plusieurs usages. En fait, le basique du basique, c'est d'avoir accès au jour le jour au taux sans risque. C'est ce que les banques ont via leur compte à la Banque centrale. C'est ce que les gens qui ont accès aux bons du Trésor ont via ces bons du Trésor, globalement. Nous, on veut généraliser l'accès à ça. C'est le truc le plus basique possible. Après, une fois que tu as de la trésorerie, de l'épargne, sans entrer dans le monde de l'investissement et du risque, tu as différents horizons de temps possibles. Tu peux avoir du très court terme, et donc là, c'est le rendement jour le jour dont on parle. Tu peux avoir du moyen terme, du long terme, etc. Et nous, on a commencé par le basique de basique, donc vraiment le overnight, quoi, donc c'est-à-dire les intérêts au jour le jour. Et on va construire, comme on est des spécialistes de la trésorerie, tous les bons produits pour adresser les autres cas d'usage. Donc, on ne se limitera pas aux produits actuels, mais on a vraiment commencé par la première brique qui est ce à quoi tout le monde devrait avoir accès, quoi, et qu'on veut vraiment généraliser, démocratiser le plus possible.
Ouais, moi, j'avais testé les comptes à terme. En gros, j'avais de l'argent chez ma banque, j'avais ouvert un compte à terme et en gros, ça m'avait bloqué. Enfin, il y a plein de manières de rémunérer sa trésorerie, mais en fait, ça bloque l'argent sur une certaine durée pour avoir un certain taux. Et donc, pendant cette durée-là, bah, en fait, on ne touche pas concrètement les intérêts puisque c'est au sein du compte à terme et c'est quand on le débloque que là, on va récupérer son argent plus ses intérêts. Aujourd'hui, vous, la solution, c'est que ça vous permet de gagner des intérêts. Donc, comme tu as dit, tous les quotidien. jours. Et donc, ça veut dire qu'on peut retirer, ça qu'on fait un dépôt, on fait par exemple travailler cette trésorerie pendant 2 semaines, on peut faire un retrait, récupérer ses gains tout simplement, et pouvoir refaire un retrait, refaire un dépôt. En fait, c'est hyper flexible comme type d'outil. Exactement. Et c'est vrai qu'en France, les gens connaissent beaucoup les comptes à terme. Ça se voit dans les recherches Google, ça se voit quand on fait des études de marché, etc. Pourquoi? Parce que le système de la trésorerie, et pas que de la trésorerie, même c'est vrai un peu de tous les produits financiers en général et des moyens de paiement, est encore très centré autour des banques. Et c'est beaucoup moins le cas aux États-Unis, par exemple. Et nous, on a pas mal pris notre inspiration de ce qui s'est développé dans les dernières décennies aux États-Unis. Euh, et le compte à terme, c'est un peu le produit par défaut que les gens connaissent pour avoir des intérêts sur leur argent. Mm. Mais la réalité, c'est que il n'y a rien qui force à immobiliser d'un point de vue économique son argent pour toucher des intérêts. On doit pouvoir les toucher au jour le jour. C'est possible aussi d'en avoir plus si on immobilise son argent. Mais la réalité est que parfois, tu trouves des comptes à terme qui rémunèrent moins bien que le taux sans risque. Donc, c'est-à-dire que le taux au jour le jour, le prix de l'argent vraiment au jour le jour, quoi. Ouais, parce qu'en fait, quand tu souscris un compte à terme, tu vas fixer un taux d'intérêt au moment de la souscription qui Exactement. va être fixe Fixe, pendant ouais. 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais. Alors que l'intérêt d'avoir des intérêts quotidiens, c'est que le taux peut varier tous les jours. Exactement. Et donc, si le taux évolue à la hausse, bah, tant mieux pour nous. Après, s'il évolue vers la baisse, moins bien pour nous. Oui. Mais au moins, on a de l'argent qui est hyper flexible et donc on peut faire ce qu'on veut avec ça. Exact. Et la réalité est qu'il varie aussi assez peu globalement parce que, comme pour simplifier, c'est le taux de la Banque centrale en fait, et que les décisions de politique monétaire sont pas prises tous les jours, quoi. Il y a des réunions des conseils des gouverneurs, etc., toutes les X semaines, on va dire, Mhm. disons tous les 2 mois, pour simplifier. C'est à ces occasions-là que sont prises les décisions de laisser les taux constants, de les monter, de les baisser, et c'est toujours fait par petits incréments. Ok. En général, c'est 0,25% l'incrément normal. Quand il y a des grosses décisions à prendre parce qu'il y a eu des chocs économiques, etc., ça peut être plus, ça peut être 0,5, 0,75, mais c'est relativement rare, quoi. Mhm. Donc, ces changements, ils interviennent pas tous les jours, ils sont très espacés dans le temps. Ils sont pas systématiques parce que les décisions peuvent être de laisser les taux constants. Et quand ils adviennent, ils sont assez faibles, assez incrémentaux, quoi. Ok. Donc, il y a quand même une certaine stabilité. Et la réalité aussi économique qu'il faut bien comprendre, c'est que les taux des comptes à terme sont déterminés par rapport à la courbe des taux monétaires et donc par rapport aux anticipations d'évolution des taux du marché à l'instant où on souscrit son compte à terme de la Banque centrale, quoi. Donc, grosso modo, si à tout instant, il y a une courbe des taux, qui est une anticipation des taux dans le futur, donc des décisions futures dans la Banque centrale, et les banques euh, price les comptes à terme toujours relativement à cette anticipation de taux, parce que c'est la logique économique, quoi. Donc, il n'y a jamais Mhm. de grosses dislocations. Après, les taux des comptes à terme, c'est vraiment des décisions commerciales et c'est assez opaque, quoi. Mhm. Donc, en fait, on observe un écart type très important entre les plus mauvaises conditions et les conditions les meilleures. Pour simplifier, globalement, si vous avez plusieurs millions à placer, vous pouvez avoir des conditions OK. Si vous avez moins que ça, généralement, les conditions des comptes à terme sont assez mauvaises. Et c'est beaucoup plus intéressant économiquement de trouver un produit qu'on appelle un fonds monétaire, dont on parlera plus tard. C'est ça, nous, qu'on a construit et qu'on distribue, qui rémunère en fait de façon beaucoup plus flexible et parfois même mieux, littéralement, et souvent mieux même que les plus mauvais ou les comptes à terme moyens, quoi. Ouais, parce que le compte à terme, en plus de du coup bloquer votre argent pendant une certaine durée, vous avez donc un taux qui est fixe. Alors ça peut être à la fois un avantage comme un inconvénient. Mm. Vous avez aussi un minimum de tickets. Moi, je me souviens que le minimum de tickets, c'était 25 ou 50 000 euros. Et encore, je crois que c'est assez bas parce que C'est- la plupart des banques font assez élever les tickets minimum. Mm. Et quand on fait un déblocage, en général, il faut débloquer l'entièreté. Oui, Et puis souvent, le déblocage anticipé, par exemple, vous allez avoir votre argent au bout de 30 jours. Donc, vous n'avez pas une liquidité qui est instantanée. Et ça, c'est vrai que enfin, en tout cas, ça m'avait ouais. frustré. Je me suis dit, ah ouais, en fait, mon argent, il me rémunère, mais bon, pour un petit taux d'intérêt, je suis quand même pas maître de mon argent à ce moment-là. Non, c'est des produits assez rigides. Tu as tout ce préavis que tu mentionnes, là, le préavis calendaire. Donc, Mm. à n'importe quel moment, indépendamment des conditions contractuelles de débouclage, de pénalité, etc., tu dois de toute façon attendre 1 mois avant de récupérer ton cash. Et l'autre truc qu'on observe, c'est que les expériences de souscription, donc de dépôt, de retrait, etc., sont généralement pas excellentes, quoi. Ouais, c'est clair. Les interfaces bancaires sont pas super, etc. Donc, nous, pour plusieurs raisons, mais essentiellement pas que des raisons d'expérience utilisateur, hein, on s'est focalisé sur les fonds monétaires parce que c'est une brique beaucoup plus simple et beaucoup plus basique, en fait. Mm. Le compte à terme a une raison d'être, hein. Si on a des taux, par exemple, strictement supérieurs aux taux monétaires, ça peut être tout à fait intéressant.
mais ça ne peut pas être le seul produit de trésorerie. Et en France, on a un peu cette anomalie où dans le monde des particuliers, des petites entreprises, des startups, même des entreprises moyennes, le compte à terme est le seul produit souvent que les gens connaissent. Et ça, c'est une aberration, tu vois. Et nous, on s'est lancé pour corriger ce truc. Et quand je dis c'est une aberration, c'est ne serait-ce qu'en regardant l'exemple américain, où le marché est beaucoup plus développé et il y a un équilibre qui n'est pas du tout le même. Les comptes à terme n'ont pas disparu, ça existe, hein, term deposit, ils appellent ça aux États-Unis. Mais les fonds monétaires sont beaucoup plus développés et les gens utilisent les deux de façon beaucoup plus accessible. Nous, il y a un vrai, désolé de l'anglais, mais product gap quoi, en France sur ce sujet. Et c'est pour ça qu'on a lancé Spyco. Ouais, parce que du coup, les banques n'ont pas ce type de produit-là où on a de la flexibilité sur les liquidités, etc. Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas un intérêt à le faire? En fait, parce que dès qu'on a de l'argent chez la banque, elle va venir donc le prêter à la BCE pour le rémunérer. Comment ça fonctionne? Enfin, comment est-ce que gagne une banque de l'argent sur ses dépôts? Beaucoup de banques françaises, par exemple, ont des fonds monétaires. Hein, parce qu'elles ont dans... Donc les banques françaises, c'est des très grosses structures globalement. Elles sont particulièrement grosses et concentrées relativement à d'autres pays. Et elles ont donc plein de divisions. Et les plus grandes banques françaises ont des divisions de gestion d'actifs qui émettent des fonds monétaires et qui distribuent des fonds monétaires. Simplement, elles ne les distribuent pas au circuit de distribution retail, corporate, classique. Elles les distribuent beaucoup plus sur des circuits instituts. Donc à des institutions financières, souvent assez grosses en général, qui sont leurs clientes, à des grands groupes aussi, des grosses entreprises, mais il n'y a pas beaucoup en fait aux petites et moyennes, quoi, voire pas du tout. Donc ça, c'est un premier point. Donc c'est pas vrai que les produits n'existent pas, mais ils sont distribués de façon assez sélective. Et de fait, l'encours est assez faible. Il y a à peu près 10 fois moins d'argent dans les fonds monétaires en Europe qu'il y en a aux États-Unis. Donc ça dit bien quelque chose. Après, on pourrait rentrer dans les problèmes qu'ont les fonds monétaires de mon point de vue en Europe, mais c'est un peu notre sujet. Et pour revenir sur ton autre point, pourquoi elles n'ont pas d'incitation à distribuer ça plus largement? Parce que, en fait, déjà, si l'argent reste sur le compte courant, c'est tout bénef, parce que pour le coup, elles empochent l'intégralité du taux sans risque à la place des épargnants ou des trésoriers. Donc, elle va bien prendre cet argent, le déposer et le faire rémunérer par la banque centrale? En fait, le prêter à d'autres banques, c'est quoi le... Alors, il y a plein d'options. À minima, si tu veux, le truc le plus basique, c'est le mettre sur l'équivalent de votre compte courant, sur son compte courant à la banque centrale. D'accord. Les banques ont tout ça? Exactement. Okay. Elles ont tout un compte à la banque centrale et ce compte est rémunéré au jour le jour. Donc le plus simple et le moins risqué qu'elles puissent faire, c'est ça. Après, le métier des banques, c'est de faire des prêts. Elles ont la possibilité de faire aussi des placements plus risqués, donc qui sont, entre guillemets, encadrés, limités, parce qu'il y a des règles de fonds propres obligatoires. Mais elles peuvent très bien investir dans des obligations à plus longue maturité, etc. Okay. Et typiquement, la banque américaine SVB, là, qui est tristement fameuse pour avoir disparu en 2023, qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de dépôts de startups américaines, elle avait pris du risque en investissant dans des obligations à des maturités longues. Et du coup, s'est retrouvée dans un contexte de hausse des taux et donc de diminution de la valeur de ses obligations longues, avec un mismatch, un écart entre la valeur de ses actifs et des placements qu'elle avait faits et la valeur de son passif, c'est-à-dire des dépôts qui étaient à vue et donc exigibles tout de suite. Et quand les gens ont commencé à avoir peur, à réaliser ce mismatch et du coup à vouloir récupérer leurs dépôts... Donc, la demande forte. Après, c'est un run sur la banque, quoi. Tout le monde cherche à sortir ses dépôts, la banque n'a pas l'argent, sans prendre une perte sur la vente de ses actifs. Et donc, in fine, elle est en situation de faillite, quoi. Ok. Ouais, donc effectivement, je pensais que la banque pouvait uniquement déposer à la BCE, mais selon certains critères de ratio, etc., elle peut quand même prendre plus de risques. Bien sûr. Selon certains Bien sûr. En gros, il y a les établissements de paiement ou de monnaie électronique, par exemple, eux n'ont pas le droit de faire de crédit, de prêt. Mais la grosse différence entre un établissement de paiement ou de monnaie électronique comme Lydia ou Conto, par exemple, et une banque comme Société Générale, BNP Paribas, c'est que les banques, ce sont des établissements de crédit. Ils ont la possibilité de faire des prêts. Donc vos prêts IMO, les prêts aux entreprises, etc. C'est une activité économique hyper importante qu'on a confiée aux banques et qui sont régulées comme telles. Mais du coup, le principe, c'est quand même qu'avec vos dépôts, elles font des crédits, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a toujours un taux de rémunération qui va être plus faible que le taux auquel on emprunte. Donc c'est-à-dire que si par exemple, aujourd'hui, les banques, elles nous prêtent à 3%, ça veut dire qu'elles vont rémunérer à 2% et du coup prendre cette marge. Bon, je résume un petit peu, mais... Oui, c'est ça. Elles sont dans un business de marge, exactement, où il y a la différence entre ce qu'elles gagnent à l'actif, donc avec les prêts, les placements et éventuellement le compte à la banque centrale, et ce qu'elles rémunèrent au passif, donc les dépôts. Le moins elles peuvent rémunérer les dépôts, le mieux est le business, quoi. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a un désalignement des intérêts, c'est ce qu'on disait au début, entre un épargnant, un trésorier qui a son argent dans une banque, et la banque en tant que business, quoi. Ouais.
Aujourd'hui, Spyco, donc ça a 600 millions d'euros sous gestion. Oui, Vous avez fait gagner plus de 8 000 euros d'intérêt à vos clients 8 millions. et ça fait qu'augmenter, donc c'est trop cool. Comment est-ce que tu es amené, enfin, c'est quoi un peu ton parcours et comment tu as créé en fait Spyco? D'où c'est venu? Est-ce que c'est venu parce que tu as travaillé dans un secteur où tu voyais, ah tiens, il y a un intérêt pour les clients? Mm. Comment c'est venu un peu tout ça et c'est quoi un peu ton parcours? Ouais. Ben, moi, au moment de mes études, c'était la crise de 2008, la crise de la zone euro. Donc, d'un point de vue formation académique, je suis un peu un enfant de ces crises, quoi, de cette période. Euh, je me souviens que ça m'a très tôt passionné, quoi. C'est pour ça que j'ai voulu faire de l'économie et particulièrement de la finance. Donc, d'un point de vue académique, j'ai fait des études là-dedans. J'ai failli faire une thèse même sur la finance internationale, c'est-à-dire les flux de capitaux entre pays. Et ensuite, j'ai bossé en finance dans le privé, donc en banque d'investissement, spécifiquement au conseil au gouvernement chez Lazare. Et ensuite en private equity, donc dans un fonds qui investit dans des entreprises non cotées. Et après, j'ai rejoint le secteur public où j'ai travaillé sur la réglementation financière, notamment des marchés d'instruments financiers, donc les marchés actions, les marchés obligataires, les marchés de contrats dérivés, ce qu'on appelle les futurs, les swaps, etc. Et après, j'ai monté Spyco. Donc j'ai principalement une carrière background en finance, si tu veux, à la fois privée et publique. Et ça m'a quand même beaucoup aidé, déjà pour identifier des opportunités dans ce secteur, et aussi pour savoir comment développer et construire un produit financier régulé. Parce que Ok. c'est lancer un produit comme le nôtre, c'est déposer un prospectus à l'AMF, obtenir un agrément. Il n'y a aucun passe-droit et c'est un exercice qui est en lui-même assez difficile, quoi. Et Mm. donc, sans connaissance assez fine des rouages, de la réglementation, des marchés, etc., c'est assez difficile à faire, quoi, pour un acteur nouveau. Évidemment, pour les acteurs établis, c'est Ils ont leur déjà des routine, ressources? Ouais. ils ont plein de ressources, mais pour un nouvel entrant dans le secteur, c'est pas simple. Ok. Et le modèle économique de Spyco, parce que bah voilà, vous redistribuez des intérêts à vos clients, Mm. donc il y a une super mission, mais bon, il faut bien que vous puissiez vivre. C'est quoi Oui. le modèle économique? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent sur vos différents produits? Est-ce que c'est le même modèle partout? Est-ce qu'il y a... Oui. Ben, il y a un peu trois sources de revenus globalement, hein, pour les fintechs comme nous. Tu as des fintechs qui ont un modèle de revenu basé sur les abonnements, donc qui sont des SaaS typiquement. Quand vous créez un compte sur Revolut Business, par exemple, et d'autres, bah, il y a des Conto, par exemple, il y a des différents abonnements, et donc vous payez plus ou moins cher selon les services auxquels vous voulez accéder. Tu as des business qui se rémunèrent beaucoup sur les transactions, notamment les gens dans le monde des paiements, donc ils prennent des transactions sur les volumes. Et tu as des fintechs qui se rémunèrent sur les encours. Et nous, on est dans cette dernière catégorie-là. Donc Spygo, c'est pas un SaaS. Ouvrir un compte, c'est gratuit, ça coûte rien. Faire des dépôts, faire des retraits, ça coûte rien. On a volontairement mis aucune friction parce que ça commence à brouiller, enfin, ça Hmm. complexifie le calcul économique. Nous, on a un modèle de gestionnaire d'actifs, en fait, d'un point de vue revenu. Donc, on prend ce qu'on appelle un frais de gestion, un management fee, sur les encours de nos clients qui sont dans nos produits. Donc, sur Spyco, vous trouvez plusieurs fonds monétaires parce qu'on est sur plusieurs devises actuellement. Et nos clients, quand ils font un dépôt, une souscription dans un de ces fonds monétaires, eh ben, ils payent des frais de gestion au jour le jour qui sont nettés, déduits des intérêts qu'ils touchent chaque jour. Ok. Donc c'est un modèle assez transparent parce qu'en fait, ça vous coûte rien de créer un compte. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas le faire en quelque sorte. Et vous touchez des intérêts qui sont toujours nets de tous les frais. Il n'y a pas une facture à payer à un moment donné. Hmm. Et ces intérêts sont toujours nets de frais en termes d'affichage. Donc le rendement que vous voyez sur notre page d'accueil, dans notre application, etc., c'est vraiment le rendement que vous touchez au jour le jour sur votre argent. Ok. Donc que ce soit pour un particulier ou un pro, en fait, il peut ouvrir un compte gratuitement. Oui, Est-ce que tu as un minimum de dépôt sur pour les produits? Alors, donc, on n'a pas parlé non plus des différents produits. Du oui, coup, vous avez différents fonds monétaires. Donc, vous avez le fonds euro, le fonds USD, le fonds pound. oui. Vous avez fait d'autres produits aussi. Mm. Est-ce que par rapport aux différents produits, c'est tout le temps les mêmes frais? Est-ce que c'est un pourcentage sur l'encours? Mm. Quel est ce pourcentage-là? Est-ce qu'il peut être amené à évoluer? Comment ça fonctionne un peu ça? Oui. Et ouais, c'est quoi un peu les minimums d'investissement pour savoir? Donc on a mis des minimums volontairement bas, le plus bas possible, et on va encore les baisser en réalité. Au début, on avait mis un minimum de première souscription, donc de premier dépôt à 1 000 euros ou 1 000 dollars ou 1 000 pounds. Les dépôts suivants sont à partir de 1 euro, ou pareil dans les autres devises. Et les retraits sont aussi à partir de 1 euro, quoi. Donc c'est vraiment très flexible. Euh, on se rend compte progressivement qu'en fait, la raison d'être de cette friction du 1000 pour le premier dépôt versus 1 euro n'est pas hyper pertinente. Donc on va encore la baisser. Ok. Donc, tout ça pour dire que c'est très accessible, quoi, par rapport au minimum qu'on peut trouver dans d'autres produits de placement, notamment dans les banques que tu mentionnais avant. Ouais.
Ensuite, en termes de frais, on a les mêmes frais sur tous les fonds monétaires, donc sur tous les produits basiques de rémunération de trésorerie au jour le jour. Ces frais, c'est 0,25%. Donc en fait, fondamentalement, comment fonctionne un tel produit? Il a de la collecte, donc les souscriptions, les dépôts de tous les clients, tous les jours. Il a des retraits aussi, parce que c'est un produit liquide au jour le jour. Tout ça permet d'acheter un sous-jacent. Et donc, c'est là où il faut rentrer un petit peu dans le détail des fonds monétaires, parce qu'il y en a qui prennent du risque de crédit, donc qui investissent dans toujours des titres de court terme. Hein, ça, c'est normal, parce que c'est du court terme. Mais il y en a qui investissent dans des titres émis par des entreprises ou des banques, qui sont du coup plus risqués. Selon l'entreprise ou la banque, ça peut être assez risqué. Et il y en a d'autres, comme les nôtres, qui font uniquement des actifs souverains, donc des titres de dette émis par les États, qu'on appelle des bons du Trésor, qui sont différents des obligations, on pourra peut-être y revenir, en termes de maturité. Donc nous, on n'achète que des bons du Trésor avec. Ces bons du Trésor, ils rapportent un intérêt, un rendement au jour le jour, et de ce rendement sont déduits les frais de gestion de 0,25%. Ok. Et nous, on affiche le rendement net, quoi. Ok. Donc c'est comme ça que ça marche. Après, là, c'est vrai que ça peut faire un peu compliqué, mais concrètement, pour un client, il se connecte sur son compte, il fait un dépôt, il a un IBAN, il fait un virement, il voit des intérêts donc, qui sont ajoutés tous les jours. Exactement. Concrètement, ces intérêts, ils ne sont pas versés sur votre compte, parce qu'en fait, c'est un fonds d'investissement. Donc, en fait, vous allez récolter, on va dire, des intérêts au sein du fonds. Et c'est au moment où la personne va faire son retrait qu'elle va récupérer sa part, on va dire, d'investissement, plus ses intérêts, mais qui sont compris dans le montant qu'il va retirer de la taille du fonds. Ils sont accumulés. Et ce qui est très important de dire, c'est que sur des produits comme le nôtre, ils sont positifs tous les jours, quoi. C'est vraiment des produits qui sont construits pour préserver le capital, évidemment, qui est déposé, parce que c'est de la trésorerie, donc les gens ne peuvent pas se permettre de perdre 1 euro, et pour générer des intérêts positifs tous les jours. Donc quand on regarde la courbe, c'est une courbe en escalier. Ouais. Un jour, j'espère qu'on va arriver, même peut-être bientôt, à faire des rendements en continu, donc des intérêts à la seconde, auquel cas ce sera vraiment linéaire. Mais l'idée, en tout cas, c'est que c'est vraiment positif tous les jours, quoi. C'est ça qui est très important à comprendre. Et donc, c'est cool, c'est que du coup, c'est un vrai fonds, quoi, qui est listé, etc. On peut voir la documentation, mais aussi voir l'évolution du prix de la part. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on voit cette prix de part qui va venir en fait, augmenter, qui va être linéaire, voire presque un peu exponentielle, parce qu'en gros, il y a un système aussi d'intérêt composé qui va se faire. Oui. Donc, en vrai, c'est pour ça qu'on voit cette courbe croissante, et on pourrait se dire, mais pourquoi c'est pas fixe? Et du coup, j'ai un détachement un peu comme des dividendes. Oui. Mais en fait, voilà, c'est parce que c'est un fonds qui est accumulatif et que en fait, ça vous permet, alors si je comprends bien, d'un point de vue fiscalité, si par exemple, moi j'investis 1 000 € aujourd'hui et que je ne retire pas, pardon, pendant 10 ans, d'accord, que je n'ai rien à déclarer, je n'ai pas gagné d'intérêt concrètement, et que je gagne ces intérêts que quand je revends, quand je récupère mon argent à ce moment-là. Exactement, pour les particuliers. Pour les entreprises, c'est un peu différent, mais pour les particuliers, c'est exactement ça. Il y a 2 types de produits. Il y a des produits qui distribuent les intérêts. On pourrait le faire, hein. On pourrait distribuer tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Il y a différents modèles. Et bon, après, ça génère des transactions, alors que là, c'est plus simple, j'imagine. Ça génère des transactions. Chaque distribution est un événement fiscal pour un particulier. Et il n'y a pas l'effet, si le réinvestissement n'est pas automatique, d'accumulation aussi, de compounding, quoi. Donc le modèle... il le recevrait sur son compte, mais il devrait le réinvestir ensuite. Exactement. Pas trop d'intérêt. Et donc là, le modèle qu'on a, nous, je trouve, est plus intéressant parce qu'il y a ce réinvestissement automatique. Les intérêts s'accumulent sous forme de plus-value latente et la plus-value est réalisée au moment des retraits. Et donc ça, fiscalement, pour un particulier, c'est intéressant parce que du coup, ça vous fait pas d'événement fiscal jusqu'au moment où vous retirez l'argent, quoi. Ouais. Alors que pour les sociétés, en fait, on va prendre un peu une photo de la valeur au début de l'année, une photo de la valeur à la fin de l'année, et la différence, c'est la plus-value, plus-value latente, et du coup, vont payer l'IS sur la plus-value latente. Exact, les sociétés, c'est l'IS, et les particuliers, c'est la flat tax, quoi. Ok. Hyper intéressant. Donc, on a parlé de tes produits, donc vraiment taux sans risque. Tu as parlé un peu des obligations d'État, c'est ça? Bons du Trésor. Bons du Trésor. Alors, ça, c'est important. Alors, quelle est la différence entre une obligation d'État et un bon du Trésor? Est-ce que le risque est le même sur ces 2 produits? Non, il n'est pas le même. Et ça fait écho à ce qu'on disait avant, tu sais, sur justement le bilan de SVB et la faillite de SVB. Donc, l'État, les entreprises, les banques émettent de la dette sur des marchés. Généralement, on appelle ça des obligations ou des bonds en anglais. Mais il faut dissocier ces titres selon leur maturité. Et ce qu'on appelle obligations, par exemple les obligations de l'État français, c'est les OAT, ce sont des titres sur des maturités relativement longues, supérieures à 1 an. Et généralement, les OAT qu'on regarde de l'État français, c'est 5 ans, 10 ans. Donc ça veut dire qu'à l'instant où l'État émet cette obligation, il dit « je rembourse le principal, donc le montant de la valeur faciale de l'obligation, à l'échéance dans 5 ans, dans 10 ans. » Maintenant, le problème de ces titres, c'est que par définition, les maturités, les échéances sont longues. Donc, entre le moment où vous l'achetez, ou même, disons, le moment où il est émis et le moment où il est remboursé, sa valeur va varier et va être très sensible à l'évolution des taux d'intérêt. Ça peut être intéressant d'acheter une obligation si vous pariez, par exemple, sur une baisse des taux d'intérêt, parce que sa valeur va s'apprécier.
mais c'est une prise de risque, quoi. Et donc, dans l'univers de la trésorerie, il y a des gens qui peuvent accepter de prendre du risque avec une partie de leur trésorerie, mais en tout cas, le cash, vraiment de très court terme, on ne veut pas le mettre à risque par définition parce qu'on ne peut pas perdre d'argent. Après, on pourrait prendre des obligations dont la maturité serait Oui. très proche, non? Ça, c'est vrai. Ouais, tu pourrais, absolument. Ok. Mais généralement, ce que tu fais, c'est que, et ce que font les fonds monétaires comme les nôtres, c'est qu'ils achètent plutôt des bons du Trésor. Et donc, les bons du Trésor, ça s'appelle les BTF en France. C'est moins connu l'acronyme que OAT, mais ça veut dire bons du Trésor français. Aux États-Unis, c'est les T-bills. Là, c'est beaucoup plus connu pour le coup, US Très connu, T-bills. ouais. Et ces titres-là sont des titres beaucoup plus court terme. Donc, ils sont typiquement émis à une échéance 1 mois, 3 mois, 6 mois, ça arrive aussi, mais moins qu'un an, quoi. Et c'est ça qui sépare un bon du Trésor d'une obligation souveraine. Ouais. C'est vraiment la maturité, quoi. Et comme tu dis, tu peux prendre des obligations qui sont très proches de leur maturité, et de fait, c'est du court terme, mais généralement, tu préfères le faire sur des bons du Trésor parce que c'est des instruments hyper simples. Un bon du Trésor, ça n'a pas de coupon, donc c'est émis avec un discount par rapport à sa valeur faciale. Donc l'État dit dans 1 mois, je rembourse 100, et là, je les mets à, je sais pas, 99 par exemple. Et du coup, il n'y a pas de problématique de coupon, d'intérêt. C'est des produits vraiment très, très simples. Okay. On appelle ça des zéro coupons. D'accord, c'est ça. Okay. Et comment tu accèdes à ce type de produit? Enfin, est-ce qu'un particulier ou une société peut accéder à ce type de produit? Ça dépend des marchés. Aux États-Unis, c'est plus facile parce que le marché est quand même plus développé. Les brokers sont davantage positionnés sur ces instruments. Donc, acheter des bons du Trésor américains, c'est pas la croix et la bannière. C'est difficile, c'est pas simple. Il faut trouver des brokers assez spécialisés. Autant connaît quelques-uns. Mais c'est pas non plus simple. Ça devient beaucoup plus compliqué sur des bons du Trésor de pays européens. Donc, si vous voulez acheter des BTF, des bons du Trésor de la France, l'équivalent en Allemagne, l'équivalent en Italie, là, pour le coup, c'est une vraie galère. C'est à la fois une galère à la fois en termes de montant minimum, en termes d'accès, en termes de fréquence. Exactement, de montant minimum, d'accès, etc. Et pour toutes ces raisons, c'est souvent assez optimal, en fait, d'utiliser un produit comme le nôtre, qui est un fonds monétaire, qui, lui, a accès au marché, parce qu'en fait, il est connecté aux plus grandes banques, donc il peut les acheter directement auprès de, you name it, tu vois, mais les plus grandes banques américaines, les plus grandes banques françaises, etc., au niveau des salles de marché. C'est un accès que n'ont pas les entreprises, les TPE, les PME, même les ETI, même certaines grandes entreprises, hein, et a fortiori les particuliers. Donc, l'accès au marché n'est pas simple. Il y a des questions de montant minimum, il y a des questions de frais de courtage aussi, mais même avant de rentrer dans ce détail-là, juste trouver un courtier qui vous permet d'acheter des bons du Trésor de certains États, par exemple même de la France, c'est compliqué, quoi. Oui, et puis en plus, il y a aussi cette rotation à faire. C'est-à-dire que, comme tu dis, tu as une échéance à 1 mois. Ouais. Et après, au bout d'1 mois, il faut que tu récupères tes sous, réinvestisses. Donc, tu as quand même une action à faire. Et comme tu dis, tu as des frais, etc. Ouais. Et donc, j'imagine que tu as aussi une économie d'échelle qui est faite sur niveau un du fonds fonds monétaire, que ce soit le vôtre ou un autre fonds monétaire qui puisse exister. Exactement. Il a accès à des brokers moins chers. Il a accès à des brokers qui ont beaucoup plus de bilans pour traiter. Ouais. Il fait automatiquement le réinvestissement, qui est très pénible parce que sur du très court terme, il faut le faire souvent. Donc, si on l'oublie quelques jours, c'est autant de jours sans intérêt. Donc, l'intérêt d'un fonds monétaire, même si ça coûte un peu d'argent, hein, c'est les frais de gestion dont on parlait avant, est quand même assez fort. Il a aussi un dernier intérêt, c'est la liquidité. Parce qu'en fait, si vous achetez un bon du Trésor, tant que vous le gardez jusqu'à la maturité, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez le revendre en cours de route parce que d'un coup, vous avez besoin de votre argent, c'est quand même des instruments extrêmement liquides. Hein, c'est le plus liquide du marché, mais c'est un chouïa moins liquide qu'un fonds monétaire qui va en détenir des dizaines et avoir une petite poche de cash, etc. Donc, le fonds monétaire apporte pas mal aussi de liquidité en poulant du capital sur plusieurs titres, quoi, plutôt qu'en détenant qu'un seul. Ok. Et ouais, donc tu as parlé un peu des intermédiaires rapidement. Concrètement, Spyco, c'est quoi un peu les intermédiaires dans l'univers? C'est-à-dire que quand je dépose mon argent, est-ce que je dépose chez vous? Est-ce que c'est vous qui passez les ordres sur les marchés? C'est quoi un peu les différents intermédiaires qu'il y a et les risques qui peuvent y avoir? C'est-à-dire, par exemple, si vous, la société Spyco Incorporation, fait faillite, comment ça se passe? Même si ça n'arrivera pas, parce que du coup, on verra qu'il y a des trucs qui sont un peu ségrégés d'une certaine manière. Ouais, mais c'est ça. Mais enfin, dans tous les cas, il faut se poser la question, quoi. Et nous, c'est vrai que la trésorerie, c'est quand même le truc le plus sensible parce que c'est de l'argent que tu peux pas perdre. Le monde de l'investissement, tu as plus tendance à pouvoir faire confiance à une fintech parce qu'en fait, c'est de l'argent que tu risques. Mentalement, c'est l'argent que tu es prêt à perdre. Donc, la capacité à utiliser une fintech est un peu plus forte que dans l'univers de la trésorerie. Donc, nous, on avait quand même, et on l'a toujours, mais on l'avait a fortiori au départ quand on avait 0 et pas 600 millions d'encours, une exigence, si tu veux, de réassurance, de transparence, etc., extrêmement forte. Parce que pour que les gens se disent je vais utiliser une fintech pour ma trésorerie plutôt qu'une grande banque, il faut y mettre les moyens, quoi. Quand on rentre dans le détail, comme tu le fais, tu te rends compte qu'en fait, l'acteur le plus important de la chaîne de valeur, c'est ce qu'on appelle une banque dépositaire,
puisque c'est elle qui conserve les fonds des clients qui reçoivent le cash, qui n'est jamais sur le bilan de Spyco. En fait, Spyco n'est qu'une interface, un courtier, en fait, fondamentalement, une interface de transmission de messages. Plus des features pour votre compta, pour voilà, plein de choses autour de la trésorerie. Mais fondamentalement, les virements, c'est de votre banque ou de votre établissement de paiement vers une banque dépositaire. Et l'intérêt d'utiliser une banque dépositaire, c'est que votre argent n'est pas sur le bilan de la banque, en fait. C'est pour ça qu'on ne voit pas, par exemple, le virement, le détenteur du compte n'est pas Spyco, c'est par exemple Crédit Agricole ou notre Nous, on type de utilise le banque. Crédit Agricole, effectivement. Ouais, La banque dépositaire du Crédit Agricole, pour être précis. Et cette banque dépositaire, elle fait plusieurs métiers. Un, elle contrôle l'activité du produit, du fonds. Donc, elle vérifie les flux cash, elle vérifie que ne sont achetés que des bons du trésor, qu'on respecte les maturités maximales, etc. Ça, c'est le métier de dépositaire au sens strict. Elle est aussi conservateur ou custodian, on dit en anglais. C'est-à-dire qu'elle a l'obligation, enfin le mandat de conserver les titres, donc les bons du trésor, et le cash qui peut rester le temps que les bons du trésor soient achetés pour le compte des clients, donc des utilisateurs de Spyco en l'occurrence. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, vous avez accès directement à un espèce de coffre-fort qui est un peu l'activité bancaire telle qu'on l'imagine, quoi, mais qui n'est pas l'activité bancaire des banques qu'on utilise au quotidien. Parce que les banques qu'on utilise au quotidien, c'est des dépôts, on est sur le bilan de la banque, elles font des crédits avec, etc. Elles transforment l'argent, en fait. Une banque dépositaire qui agit en tant que conservateur, custodienne, elle ne transforme pas l'argent, elle le garde pour vous. Donc, en fait, avec votre argent sont achetés des bons du trésor, donc vous êtes copropriétaire avec tous les autres utilisateurs de Spyco. Et ces bons du trésor sont conservés par la banque dépositaire et sont du coup totalement indépendants de nos livres à nous. Et l'argent n'est jamais chez Spyco, quoi, de fait. Ok. Et le dernier truc que fait la banque dépositaire dans notre setup qui est important, c'est la comptabilité. Donc le calcul tous les jours des intérêts, il est fait par cet acteur-là. Donc en l'occurrence, nous on utilise KCIS Fund Admin, c'est donc le comptable du Crédit Agricole sur ce métier. Et donc ça donne une garantie d'indépendance, quoi, d'autonomie qui est très forte, quoi, vis-à-vis d'un Vous avez un tiers, on va courtier. dire, qui atteste que les fonds sont bien détenus séparément, C'est ça, etc. c'est ça. Et nous, l'autre truc important qu'on fait, donc il y a le métier de courtier dont on a parlé, et il y a le métier, ça c'est plus technique, de teneur de registre, transfer agent, on dit parfois dans l'industrie anglo-saxonne. Et donc ça, c'est la base de données de qui détient quoi. Hmm. N'importe quelle banque, n'importe quel établissement de paiement, n'importe quel fonds monétaire a un ledger qui dit Axel, utilisateur et détenteur de tant de parts. Axel a fait un retrait, il a moins de parts parce que les parts ont été détruites pour le rembourser, etc. Et ça, cette activité, nous, on l'a développée et c'est une brique technique hyper importante chez nous et qui permet d'offrir une expérience aussi bonne, entre guillemets, que celle qu'on offre, sans dépendre de la stack bancaire legacy, donc d'avoir à ouvrir des comptes titres pour chacun des clients, etc. Ok. Typiquement, ce que ça permet, c'est par exemple faire du retrait instantané. Parce qu'en fait, j'imagine que comme c'est un fonds qui va acheter donc des parts sur les marchés, si on dépose de l'argent, il y a un moment où, une fois par jour, vous allez peut-être passer un ordre en disant tiens, on achète à ce moment-là. Et du coup, c'est là où vous allez commencer à gagner des intérêts. Et quand on veut faire un retrait, il faut aussi passer l'ordre pour pouvoir récupérer l'argent. Oui. Et donc, évidemment, cette action, soit elle est manuelle, soit automatique. Oui. Mais en gros, il faut récupérer de l'argent des marchés et vous la redonner. Oui. Et donc, comme vous tenez le registre, en fait, vous avez en un instant T l'information de la personne à demande de l'argent. Et comment est-ce que vous retirez, c'est une bonne question, comment est-ce que vous arrivez à redonner de l'argent de manière instantanée à un client qui fait un retrait instantané, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. On peut rentrer un peu dans le détail de ça, si, c'est vraiment marrant. Donc la partie juste tenue de registre, avant tout, avant même la partie retrait instantané qui est un peu plus aval, quoi, dans la chaîne de valeur, c'est vraiment ce qui permet d'ouvrir un compte aussi simplement sur Spyco, de pouvoir déposer tout de suite de l'argent dans le fonds monétaire, d'avoir directement accès à la banque dépositaire. Donc c'est surtout, avant tout, je dirais, dans l'expérience d'ouverture de compte, de souscription, donc de dépôt et de retrait, que cette partie de tenue de registre apporte une vraie plus-value. Parce que, en fait, pour le résumer, on ne dépend pas d'un tiers chez qui on devrait ouvrir des comptes titres. Alors qu'il aurait fallu, par exemple, avoir peut-être un KYC ou KYB, en gros, de valider l'identité, par exemple. De la double validée, en fait. La double validée. Nous, on en fait un, quoi. On est assujetti, donc on fait bien sûr des KYC et des KYB avec la même rigueur que tous les assujettis, mais tu n'as pas à le refaire une deuxième fois, quoi. Et tu ouvres directement un compte en ton nom, au nominatif, on dit en droit français, dans le fonds monétaire. Et ça, c'est un truc assez nouveau, en fait, et qui permet d'avoir une expérience de dépôt, de retrait qui est vraiment bonne, quoi, par rapport à ce qu'on trouve dans des stacks plus legacy, quoi, plus traditionnels. Maintenant, sur les retraits instantanés, ça, c'est hyper intéressant. Les fonds monétaires, ils fonctionnent typiquement, comme tu le dis, du fait des opérations de gestion de compta, etc., avec ce qu'on appelle une heure limite, un cut-off par jour. Et donc ça fait que la liquidité est quotidienne, mais elle est quand même au moment de cette heure limite.
et pas en continu par défaut. Et nous, on est en train de beaucoup travailler sur rendre ces produits le plus liquides possible, parce que l'expérience qu'on veut offrir aux clients, c'est en gros, vous faites un dépôt, vous avez des intérêts en continu à la seconde, vous faites un retrait n'importe quand et vous avez votre cash tout de suite. Et ça, il y a deux façons de le faire. Soit on est capable de le faire directement au niveau du fonds monétaire, en améliorant les opérations comptables, etc. Et ça, c'est vraiment de la mécanique technique, quoi, de fonctionnement du produit. Soit on est capable de le faire via des poches de cash qui sont en dehors du fonds et qu'on est capable d'appeler par API, par exemple, extrêmement rapidement. Aujourd'hui, notre fonctionnalité de retrait instantané, elle fonctionne sur ce modèle. C'est-à-dire que on a un prêteur, un lender qui nous met à disposition une poche de cash. Dès que le client fait un retrait, on peut automatiquement appeler cette poche de cash et le remboursement, donc ça fait un crédit, et le remboursement de ce crédit... Vous le faites le lendemain. Exactement, au moment du rachat effectif à la prochaine heure limite, départ du fonds monétaire. Donc c'est un peu technique, mais ça nous permet d'avoir une expérience qui est super bonne pour le client parce qu'il peut retirer son argent quand il veut, et ça n'existe pas sur les autres fonds monétaires. Mais l'autre façon que je mentionnais avant, en premier, en fait, de faire ça, c'est d'être capable d'innover même au niveau du fonds monétaire. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille pour avoir à terme du 24/7 et avoir un produit qui, pour le coup, est assez révolutionnaire quoi, par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans l'industrie. Bah là, tout ce qu'on dit, évidemment, c'est très technique, mais le produit est hyper simple dans le sens où l'interface, c'est dépôt et retrait. C'est ça. Mais c'est bien de comprendre justement comment fonctionne ça, parce que je pense que la compréhension, du coup, enlève la peur. En fait, dès qu'on comprend quelque chose, en fait, on n'a plus peur de comment ça fonctionne, etc. Hyper intéressant. Donc, on a parlé de tes produits principaux, donc les fonds monétaires, donc euro, dollar, pound. Et vous avez lancé un nouveau produit qui s'appelle Cash and Carry, qui est peut-être un peu plus technique aussi. Donc, pareil, là, je pense que c'est intéressant de rentrer dans le détail parce que tu as un rendement qui va être plus élevé, plus important que sur les fonds que vous proposez. Mais donc, toujours avec un risque le plus faible possible. Et c'est bien de comprendre pour expliquer quel est le risque que j'ai. Quoi. Donc, Cash and Carry, en quoi ça consiste? C'est quoi ce type de produit? Alors, pour commencer, je dirais qu'on peut avoir en tête qu'il y a 3 grandes catégories de produits de trésorerie. Il y a les fonds monétaires. Et même dans l'univers des fonds monétaires, il y a la possibilité d'acheter directement des bons du trésor, comme on le disait, même directement des dettes de court terme d'entreprise, ce qu'on appelle les billets de trésorerie, les commercial papers. Première catégorie, donc ça c'est celle dont on a parlé jusqu'ici. Deuxième catégorie dont on a pas mal parlé aussi, c'est tout ce qui est dépôt bancaire. C'est pas forcément des dépôts, ça peut être des swaps, il y a plein de formes de contrats différents, mais c'est ce deuxième ensemble. Et le troisième dans lequel est le cash and carry, c'est les stratégies d'arbitrage. Donc dans les marchés financiers, il existe des opportunités d'arbitrage qui peuvent, par définition, si jamais il n'y a pas d'exposition directionnelle, donc à l'évolution du marché, à la hausse ou à la baisse, permettre de faire travailler de l'argent. Le cash and carry en est une. Qu'est-ce que c'est le cash and carry? Donc, c'est une stratégie d'arbitrage temporel sur les marchés à terme. Donc, prenons un exemple. Autour des matières premières, par exemple, se sont développés des marchés à terme, historiquement. Un marché à terme, ce serait quoi exactement? Donc, c'est un marché sur lequel des contrats se négocient qui permettent d'acheter un sous-jacent, disons une tonne de blé, à des échéances. Donc, par exemple, vous voulez acheter une tonne de blé à une échéance 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et pour permettre ça, en fait, c'est une activité soit industrielle pour se couvrir, acheter en avance, etc. pour la production, soit spéculative, parce qu'il y a des gens qui peuvent parier à la hausse ou à la baisse du blé à un horizon donné. Se sont développés des marchés dans lesquels il y a des contrats standardisés, on appelle ça les futurs, sur lesquels on peut négocier, donc acheter et vendre à terme, à des termes définis, des quantités du sous-jacent. Donc c'est en fait, on dit à un moment à un contrat, dans un mois, ta tonne de blé, moi je te l'achète, par exemple, 1 000 €, alors qu'au prix actuel, c'est peut-être 950. Mais en fait, c'est un pari sur le prix futur. C'est ça. Et donc, tu as ce qu'on appelle une courbe à terme qui se forme, qui est la suite de points entre le prix au comptant, donc le prix pour l'acheter tout de suite, le prix pour l'acheter à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois, etc. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, cette courbe à terme, elle crée des opportunités d'arbitrage et donc de placement de trésorerie. Pourquoi? Parce que si elle est croissante, par exemple, autrement dit, si le prix à 1 mois du blé est supérieur au prix au comptant, il y a une stratégie toute simple qui consiste à acheter le blé au comptant, le vendre pour la même quantité à 1 mois, et du coup à empocher sur cet horizon d'1 mois, si on tient la position jusqu'au bout, jusqu'au débouclement du contrat futur, donc on a vendu et donc on apporte le blé qu'on a acheté, et on garde le blé pendant 1 mois, et on empoche la différence entre le prix à 1 mois et le prix comptant. Si cette différence est supérieure au rendement d'un fonds monétaire, donc des bons du trésor, ou supérieure au rendement d'un compte à terme, c'est un produit de trésorerie qui devient vraiment intéressant. En gros, si on est prêt à bloquer son cash pendant 1 mois, ce qui est l'équivalent à minima d'un dépôt à terme, à cause du préavis dont on a parlé,
et qu'on a un rendement supérieur là-dessus, on a une stratégie intéressante, quoi. Et donc, le cash and carry, c'est ça. C'est j'achète un truc spot, je le carry, donc je le porte jusqu'à la maturité du contrat à terme que j'ai vendu, typiquement à 1 mois, et j'empoche la différence entre les deux. Pour ça, la condition importante, c'est que la courbe à terme soit croissante. Si elle n'est pas croissante, par définition, le prix à terme est égal ou inférieur au prix spot. Oui. On pourrait imaginer faire l'inverse, mais c'est plus compliqué parce qu'il faut emprunter, shorter, comme on dit, le spot, acheter le futur. Il y a des coûts d'emprunt de ce... Oui, tu payes aussi des intérêts pour emprunter l'argent. Exactement. Ça, le modèle économique devient tout de suite plus compliqué. Il y a des gens qui savent le faire, hein, c'est possible, mais globalement, c'est plus simple et a priori plus économique sur des courbes à terme croissantes. Donc nous, ce qu'on fait avec le cash and carry, c'est qu'on cherche des opportunités dans le marché où il y a des courbes à terme croissantes. Quand on en trouve, on rentre dans la position. Donc on achète le spot, on vend le contrat à terme 1 mois et on porte la position jusqu'à la fin du mois. On la renouvelle, etc. le mois suivant. Quand on n'en trouve pas, on reste investi en bons du trésor. Donc en fait, ça ressemble à un fonds monétaire dans les conditions de marché mauvaises, où il n'y a pas de courbe à terme croissante. Et c'est un produit opportuniste avec l'upside du carry quand il existe dans des conditions de marché intéressantes. Ok. C'est quoi les conditions du produit par exemple, les minimums de dépôt? Est-ce que c'est tout aussi flexible? Est-ce que je peux retirer mon argent quand je veux? Oui, alors on l'a structuré sous forme de fonds professionnels spécialisés en droit français, FPS, et non pas sous forme, désolé du jargon, mais d'OPCVM, qui sont les fonds de placement collectif accessibles au retail, les plus mainstream. Nos fonds monétaires, par exemple, c'est des OPCVM d'un point de vue réglementaire. Notre cash and carry, c'est un fonds professionnel spécialisé. On ne peut pas structurer un produit comme ça comme un OPCVM à cause des contraintes de la réglementation OPCVM qui oblige beaucoup de diversification, etc. Donc, on le fait sous forme de FPS et ça a une incidence, c'est que la première souscription, elle est de minimum 100 000 euros ou un équivalent en dollars, quoi. Okay. Donc, c'est un produit moins accessible. Quand je veux Oui, absolument quand tu veux. Mais 2 choses importantes à avoir en tête, c'est 48 heures, le délai de retrait. Okay. Donc, c'est un peu plus long, mais il y a un prix tous les jours, quoi. Donc, il y a une valeur liquidative tous les jours. Et un autre élément à avoir en tête, c'est qu'en cours de mois, si on retire, par définition, on n'empoche pas le rendement du carry qui a été bloqué en début de mois. Ouais. Donc, c'est un produit qui est quand même volatile. C'est pas des volatilités énormes, hein, mais il est quand même volatile en cours de mois parce que tendanciellement, il peut s'écarter à la hausse ou à la baisse du rendement du carry qu'on a bloqué en début de mois. Donc, c'est quand même un produit de placement beaucoup plus moyen terme que le produit type fonds monétaire où c'est vraiment du jour le jour, des intérêts positifs tous les jours, on peut retirer quand on veut, c'est le produit de base. Le cash and carry, c'est pour faire travailler des excédents de cash un peu plus importants. Évidemment, la promesse, c'est que les rendements sont plus élevés, quoi. C'est le principe. Mais il a de la volatilité intraday, au jour le jour. Okay. Donc, en termes de rendement, si on doit le comparer par exemple à Spyco Euro ou Spyco USD, en gros, c'est quoi un peu les espérances? Est-ce que c'est un multiple? Est-ce que c'est des points en plus? Historiquement, c'est significativement supérieur. Donc, on dit toujours, tu vois, il ne faut pas extrapoler les performances passées, etc. Mais on peut regarder dans ce qu'on appelle les backtests. Donc, c'est des simulations de stratégie sur des périodes assez longues. Nous, on l'a fait par exemple sur 5 ans. C'est suffisamment long pour avoir une vue intéressante. Et ce qu'on voit, d'ailleurs, les données sont accessibles sur notre site, hein, c'est très facilement consultable, c'est que des stratégies de carry, elles peuvent rapporter à peu près 9% en USD. Et donc, hedger en euros, il faut soustraire le coût du hedge, qui est la différence entre le rendement des bons du trésor américain et le rendement des bons du trésor français, disons, qui est à peu près de 2%, 1,5-2% actuellement. Donc, voilà, ça donne le rendement en euros, quoi, 7-8%. À cela, il faut ajouter nos frais. On prend plus de frais sur ce produit, 1% au lieu de 0,25. Donc voilà, ça donne un ordre de grandeur des rendements qu'on peut aller chercher, 7-8% en dollars, 5-6% en euros. Et celui-ci, du coup, pourrait dépendre aussi des taux monétaires Alors oui, il est plutôt, on dit un peu contracyclique, quoi, donc assez défensif par rapport à l'évolution de la baisse des taux. Pourquoi? Parce que quand les taux baissent, les gens, globalement, donc le coût de l'argent devient moins cher. Les gens ont du coup une appétence, un accès au crédit plus facile et une appétence pour prendre des risques plus fortes que quand les taux courts les rendements des bons du trésor sont élevés. Et donc, ce qui se passe, c'est que les marchés à terme sont plus souvent croissants dans des environnements de taux bas à cause de cette demande pour le risque, la spéculation. Et donc, les opportunités de carry sont plus fréquentes dans des environnements de taux comme ça. Donc si les taux baissent, possiblement, du coup, il y aurait plus de rendement. Exactement. Ouais, exactement. Okay. Donc là, tu as parlé d'un nouveau produit, donc ce cash and carry.
Vous en sortez régulièrement parce que vous avez sorti le Pound il n'y a pas très longtemps non plus. Mmh. Est-ce qu'il y a des prochains produits que vous allez ressortir également? Ouais, donc on veut être le plus multi-devise possible, par exemple. Mmh. On a eu beaucoup de demandes pour faire un produit en franc suisse, par exemple, parce que le franc suisse, bah, enfin, je pense que la plupart d'entre vous le sachent, quoi, est une monnaie qui est Il historiquement prend de forte, valeur, quoi, ouais. Mmh. tout en étant une monnaie fiat. Donc c'est différent d'investir en or, etc. Et donc, ouais, on réfléchit à faire du multi-devise. Le franc suisse en est une pour laquelle on a eu beaucoup de demandes. Il y en a aussi pas mal d'autres en Europe de l'Est. Il y a plein de devises encore autres que l'euro. Tous les pays n'ont pas encore adopté, peut-être certains le feront jamais, la monnaie unique. Et donc, il y a des pays où les rendements sont très élevés, hein, en Europe de l'Est, bien supérieurs au taux sans risque en euros. Mmh. Et donc, on veut faire ça. Et on veut aussi, comme je disais au début, offrir, au-delà des devises, tous les produits de trésorerie possibles et inimaginables, enfin les plus Mmh. pertinents en termes, c'est-à-dire les moins chers possibles, ceux qui rapportent le plus avec le risque le plus faible, Ouais. sur tous les horizons de temps possibles. Et du coup, c'est quoi un peu les cas d'usage, par exemple, est-ce que vous avez des startups? Est-ce que vous avez des particuliers qui investissent et qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi un peu les patterns justement? Est-ce que c'est des gens qui, suite à une vente, d'un bien immobilier, par exemple, vont placer leur argent? Mmh. Voilà, c'est quoi un peu les cas d'usage? On en a plein, ouais, c'est vraiment intéressant. C'est ça qui est marrant parce que c'est complètement fongible l'argent et donc il y a tous les cas d'usage possibles. Nous, notre marketing, notre positionnement est assez B2B. Donc on a quand même beaucoup d'entreprises. En fait, on a plus d'entreprises clientes que de particuliers. Mmh. C'est assez intéressant. Et ça va de tout type d'entreprise, quoi. On a des holdings, des SCI, donc des startups qui peuvent être parfois très jeunes, parfois beaucoup plus matures. On a des scale-up comme Penny Lane, comme Indie, par exemple, dans nos clients. Et ils nous utilisent pour deux cas d'usage en B2B généralement. Soit c'est vraiment faire travailler le fonds de roulement, donc OK. le cash vraiment très court terme. On a des gens qui rentrent et qui sortent tous les mois. Donc ils ont eu des encaissements, plutôt que de les laisser sur le compte courant de la Exactement. banque, ils vont le mettre chez Spyco. Exactement. Ça, c'est gros cas d'usage. Les provisions d'impôts, tous ces trucs. Euh, Dans le monde des professions libérales, on a beaucoup de gens qui font ça aussi, qui font travailler l'argent avant que. Bah, moi, par exemple, c'est ce que je fais aussi. Par Mm. exemple, pour ma propre boîte, du coup, c'est ça, j'ai de la trésorerie qui je sais que je vais potentiellement l'utiliser à court terme, justement. Je le mets sur Spyco et je le retire quand j'ai besoin à ce moment-là. Et tu peux créer différentes poches de cash, donc Et tu peux oui. nommer un peu tes cas d'usage, un TVA en attente, Ouais, c'est URSSAF, vrai. Du coup, etc. c'est cool, c'est qu'on peut créer différents sous-comptes, on va dire, et donner Ouais, des objectifs à des comptes. Donc, exact, par exemple, ça, c'est un objectif plus long terme, moyen terme, etc. exactement. Donc, ça, c'est ouais, c'est plutôt cool. Et après, on a beaucoup de boîtes qui font travailler leur levée de fonds. Donc l'argent de la BPI, par Mmh. exemple, en non dilutif, l'argent des levées de fonds de VC. Mmh. Et là, ouais, on voit tout. On a des boîtes qui n'utilisent que pour le court terme, on a des boîtes qui n'utilisent pour l'intégralité de leur trésorerie. Nous, notre objectif, c'est évidemment qu'elles nous utilisent pour l'intégralité et couvrir des boîtes très grosses, même à terme, avec toute la gamme de produits qu'on va sortir peu à peu, toutes les devises, etc. OK. Et les particuliers, c'est ce que tu disais, tu vois, il y a des gens qui ont un héritage, un bonus, du cash temporaire, en fait, qui Mmh. veulent juste pas investir tout de suite, pas mettre dans un produit trop complexe. Ouais. Et on C'est un pense peu l'entre-deux finalement, c'est la zone tampon, on sait pas trop quoi faire, mais on veut pas que ça ne ça gâte pas dort. l'intérêt, quoi. On veut que Exactement. notre Il n'y a année, pas de bonne rapporte raison toujours. de ne pas le faire, quoi. Ouais, c'est clair. Donc tu as parlé un peu des features justement de Spyco, le fait de pouvoir créer des sous-comptes. Donc on peut créer différentes poches, par exemple, Ouais. du fonds euro, on peut créer différentes poches du fonds USD, pareil pour Cash and Carry. Et prochainement, vous allez faire une feature que je trouve hyper stylée. Donc est-ce que tu peux en parler rapidement sur la gestion Smart Money Management, c'est comme ça que tu l'appelles. Ouais. Ça consiste en quoi, rapidement? Bah, en gros, on a envie de développer une feature qui permette de vous permettre de définir des règles pour aller automatiquement tirer du cash qui est sur un compte courant, un compte de paiement, et symétriquement sortir du cash de Spyco en fonction de règles. Donc, par exemple, si vous avez vous tapez un montant de cash, un seuil que vous avez défini depuis notre interface avec notre feature sur votre compte courant, ça va automatiquement, via un prélèvement, tirer l'argent et le faire travailler dans Spyco. Mmh. Symétriquement, quand vous avez passé sous un seuil, et ben vous avez besoin d'argent automatiquement sur votre compte de paiement, votre compte courant, bon, bah, ça va faire un rachat et donc automatiquement un retrait de Spyco. Donc un truc un peu intelligent, quoi, de pilotage OK. de trésorerie le plus agile possible, quoi. Ouais, moi, tu vois, je faisais ça un peu, on va dire peu à la mano, c'est-à-dire que mon compte, je me disais: «Bah, j'ai toujours besoin d'à peu près 10 000 € sur le compte de la boîte, quoi». Mm. Et puis dès que j'ai plus de 10 000 €, bah, finalement, cet argent-là, il travaille pas, il me sert pas à grand-chose. Mm. Donc moi, dès que j'avais plus de 10 000, bah, je mettais sur Spyco et Oui. inversement, quand j'avais moins de 10 000, je le remettais dessus. Oui. Mais en gros, c'est automatiser cette C'est gestion-là ça. et techniquement, c'est hyper simple, hein, c'est que vous avez avec une connexion à Open Banking, Ouais. en fait, lire le solde du compte et se dire: «Bon, ben, voilà, aujourd'hui, il y a pas assez, donc il faut que je fasse un virement, de dépôt et sinon, s'il manque et ben, vous Dans l'autre récupérez sens. l'argent». Exactement. Hyper Et simple. c'est ouais. Maintenant, avec le retrait instantané, cela dit, c'est possible de faire travailler quasiment tout son cash parce que comme on peut le retirer tout de suite en quelques secondes, Ouais, c'est vrai que c'est aussi ça casse un peu. Avant, quand on n'avait pas le retrait instantané, il y avait quand même ce
J ou J plus 1 en fonction de leurs limites, qui étaient un petit peu, qui bloquaient certains. Maintenant, bon, théoriquement, tu peux, c'est hyper simple, quoi. Ok. Tu peux le sortir tout de suite, donc tu peux faire travailler tout. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, Adrien, d'être venu Merci, pour Axel. présenter un petit peu tout ça. Je pense qu'on est rentré vraiment dans le détail, donc c'était hyper intéressant. J'espère que les gens ont pu découvrir un peu comment fonctionnent un peu les backstage d'une startup comme Spyco et aussi comprendre un peu la technicité derrière, parce que c'est vrai que en fait, on a une belle interface hyper simple, mais c'est vrai que derrière, faut comprendre un peu pour se dire, ok, je comprends un peu les risques. Donc c'est toujours comme ça qu'il faut voir le truc. Donc si jamais ça vous intéresse, vous souhaitez ouvrir un compte, il y a un lien dans la description pour vous créer un compte. Comme tu disais, c'est gratuit et que c'est que rémunéré sur l'encours. Donc en fait, plus les ans, enfin vous avez plus, on va dire, intérêt à faire gagner des intérêts aux clients pour que vous, ça continue de grossir. Donc trop cool. Merci d'être venu sur la chaîne, Merci Adrien. beaucoup. Et puis à très bientôt. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.